Pour bien commencer cet épisode, j'aimerais partager avec vous un bon plan avec EasyVat, le spécialiste de la détaxe. La détaxe, donc, c'est récupérer la TVA sur vos achats. C'était possible de le faire avant, quand on pouvait voyager en France, mais c'est toujours possible de récupérer votre TVA sur des produits achetés sur des sites français et livrés là où vous habitez à l'international. EasyVat, c'est 3 expatriés français, Woody, Thierry et Bap, qui ont décidé en 2018 de rendre la détaxe facile et de replacer le client au cœur du service. Avec l'arrivée du Covid, la start-up a lancé une nouvelle innovation depuis l'été dernier, un service qui s'appelle Cross Border et qui vous permet de vous faire rembourser la TVA sur vos sites préférés et livrés à l'international. Vous pouvez enfin faire votre shopping sur vos sites français préférés. Par exemple, moi, je voulais acheter des gels chez Decathlon pour mon prochain triathlon. Le produit n'est pas disponible ici, mais je vais pouvoir passer par EasyVat pour me faire livrer depuis la France jusqu'à Taïwan. Et en plus, je vais récupérer la TVA. Le principe de fonctionnement est simple. Vous faites livrer les produits chez EasyVat en France dans leur bureau, qui eux vous les renvoient partout dans le monde avec des tarifs réduits qu'ils ont négociés avec les principaux transporteurs. De plus, si vous habitez à Hong Kong, à Taïwan ou à Singapour par exemple, des zones avec des faibles taxes d'import, le remboursement de la TVA va souvent vous permettre de couvrir les frais de transport. Le service est assuré en français, en anglais et en chinois, et l'équipe est accessible à tout moment via un live chat, comme ça vous pouvez suivre vos commandes et leur poser des questions si nécessaire. Ce qui m'a particulièrement plu avec l'offre EasyVat, c'est la simplicité de l'offre, pas de frais cachés. Et si vous enregistrez avec le code partenaire Sésame, vous bénéficiez de 5% de remboursement supplémentaire sur votre TVA. Alors n'hésitez pas, contactez-les. Le lien c'est easyvat.com/crossborder, izivat.com/crossborder. Le lien est dans la description de cet épisode pour que vous puissiez directement cliquer dessus. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël, merci de m'accueillir. Merci Xavier de participer au podcast Sésame Asie. Donc Xavier De Saulles, vous êtes CEO APAC Markets au Club Med. Vous nous recevez depuis Shanghai. Donc très heureux de recevoir donc sur le podcast un représentant d'une entreprise de la taille du Club Med. J'ai fait beaucoup d'entrepreneurs ces derniers temps, souvent des gens avec un succès, des succès impressionnants, mais sur des tailles de structure forcément plus petites que la vôtre. Donc aujourd'hui on va faire un format peut-être un peu différent qui va nous permettre donc de découvrir votre carrière d'expatrié et ce que vous faites avec le Club Med, et peut-être même d'ouvrir un peu le sujet au tourisme en Asie, voire même en Chine en particulier, avec la pratique du ski qui se développe, l'impact du Covid, bien sûr, qui a fortement impacté votre industrie, comment vous travaillez avec un actionnaire chinois, l'entreprise Fosun est actionnaire du Club Med, et donc la relation est importante, et travailler avec des grosses entreprises chinoises est toujours particulier, donc c'est un sujet qu'on va aussi essayer de développer. Mais pour commencer, Xavier, je vais vous demander de vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Oui, alors, Xavier De Saulles, j'ai un parcours d'expatrié puisque effectivement, ça fait maintenant 13 ans que je suis parti de France. Alors, c'est une expatriation qui se passe d'abord en famille avec ma femme et 3 enfants. Toujours important d'avoir cette dimension familiale qui vous accompagne tout au long d'une expérience loin du pays d'origine. J'ai commencé d'abord aux États-Unis en tant que directeur commercial du groupe Rémy Cointreau, qui est un groupe français familial de vins et spiritueux. Et après, j'ai enchaîné toujours pour cette même entreprise à Singapour sur les marchés d'Asie du Sud-Est, où je me suis occupé de ces marchés à forte croissance à Singapour jusqu'il y a 2016. Et à ce moment-là, j'ai changé d'industrie, rejoint le Club Med, rejoint le comité exécutif du groupe, toujours à Singapour, pour diriger les filiales commerciales d'Asie hors Chine, ainsi que l'exploitation d'une dizaine de villages dans des destinations assez magiques comme la Thaïlande, l'Indonésie, le Japon ou les Maldives.
Et puis il y a 2 ans, une phase différente de ma carrière chez le Club Med, puisque j'ai rejoint Shanghai. On a décidé de relocaliser notre centre de décision pour se rapprocher aussi de l'actionnaire Fosun. Et donc, depuis la Chine, je m'occupe de la dimension commerciale et vente de l'Asie-Pacifique pour le Club Med, puisque nous voyons que la Chine, d'un côté, qui est un marché d'avenir très important pour le club, nécessite une approche dédiée, mais aussi de continuer à développer les marchés en dehors de la Chine. Donc, une mission assez passionnante. Oui, j'imagine, ouais. Donc juste donc sur le côté expatrié, on a pas mal d'expatriés qui nous écoutent et on n'a jamais vraiment développé ce sujet, une carrière d'expatrié dans des grosses entreprises comme ça. Donc ça peut être intéressant d'en parler quelques minutes au début. Donc déjà Rémi Cointreau, donc on connaît tous le Cointreau, mais j'imagine que c'est un groupe bien plus large qui offre tout un panel de produits. Donc vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être comparer un peu Rémi Cointreau aux États-Unis et à Singapour, les différences et voilà les rôles que vous avez pu jouer. Oui, alors Rémi Cointreau est un acteur premium dans le groupe, dans l'industrie des vins et spiritueux. Ça reste un groupe familial qui a souhaité opérer sa montée en gamme il y a une quinzaine d'années, j'allais dire une dizaine d'années. Et je dirais que c'est un des parallèles aussi avec le Club Med, puisqu'ils ont eu la même stratégie de premiumisation, comme on dit en anglais, où d'un côté, Rémi Cointreau avait une soixantaine de marques il y a 15 ans dans son portefeuille, positionnées dans un certain nombre de catégories, mais aussi de niveaux de prix, et qui ont fait le choix de se recentrer sur 6 marques stratégiques haut de gamme pour devenir le leader des vins spiritueux haut de gamme pour des connaisseurs. Donc ça c'est je dirais la stratégie industrielle qu'a mis en place le management de l'époque. Et de la même façon, le Club Med, était présent il y a une vingtaine d'années sur tous les niveaux de gamme. On appelle ça les tridents, le fameux 2 tridents, le fameux 3 tridents et 4 tridents, pour des cibles assez différentes, la famille, mais aussi des groupes d'amis, les célibataires. On a évidemment un certain nombre de stéréotypes sur le club en tête. Mais le choix stratégique fait par Henri Giscard d'Estaing était de se concentrer sur le potentiel de marché le plus résilient dans l'industrie du tourisme, les familles, et puis c'est aussi le secteur qui est un secteur très volatile, comme on sait, pour proposer une expérience haut de gamme. Donc des histoires en fait de sociétés assez similaires, de montée en gamme, et deux ayant une volonté d'être un acteur de niche, mais très profitable dans leur catégorie de marché. Oui, tout à fait, ouais. Et passer d'une industrie à l'autre, enfin, c'est la première question qu'on peut se poser quand on va passer donc des vins spiritueux au tourisme comme ça. Comment s'est passée la transition? Qu'est-ce qui vous sert de votre expérience passée aujourd'hui et quelles sont peut-être entre guillemets, les lacunes que vous avez dû combler pour être à 100% sur votre nouveau poste, vos nouvelles activités? Alors, j'allais dire que c'est une chance d'avoir fait ce transfert il y a 6 ans pour me mettre quelque part en risque, hein, et puis de changer d'industrie, effectivement, de changer de clients, de type de catégorie de consommation. Mais je dirais que la similarité entre ces deux expériences, c'est des 2 marques à très fort quotient émotionnel, des marques où d'un côté, quand vous avez la chance de travailler pour une marque comme Rémy Martin, qui est une expression du terroir, du travail des hommes, de génération de maîtres de chais, du travail de la terre, une vraie passion du travail bien fait. Et puis de l'autre côté, d'avoir la chance de travailler pour une marque globale comme Club Med, mais aussi extrêmement évocatrice, qui a animé des générations de vacanciers. C'est une chance, et donc elles ont en commun le fait d'être extrêmement évocatrice, j'allais dire. Et donc pour moi, ce transfert a été d'essayer de continuer dans mon secteur de responsabilité à construire cet univers de marque, à essayer de recruter
de nouveaux clients, parce que le Club Med en Asie et en Asie du Sud-Est, à Singapour à l'époque, quand j'ai rejoint ce groupe, est une terre de recrutement. Il y a effectivement moins de gens, de clients fidèles, moins de loyauté à la marque telle que on peut la voir dans les marchés historiques comme la France. Et donc, c'est un travail de recrutement, d'exprimer la promesse de la marque et de proposer des vacances en famille et plus largement du bonheur, puisque ça a été la mission de départ des deux fondateurs du club, Gérard Blitz et M. Trigano, en 1950, à la sortie de la guerre, qui était de proposer justement cette oasis de bonheur et que les gens reparlent ensemble, se remettre à la même table, partagent des moments conviviaux ensemble. Ça, c'était la promesse de la marque. Donc, le transfert finalement d'une marque à l'autre a été pour moi une chance, mais ça a été aussi une façon de continuer ce travail de construction de marque que je trouve assez fascinant quand c'est fait dans un cadre comme celui que j'ai eu la chance dans lequel j'ai eu la chance d'évoluer. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, c'est aussi une question qu'on se pose. Clairement, la différence de notoriété doit être énorme. Quand en France, tout le monde connaît le Club Med, avec des avantages et des inconvénients, quoi, à travers ce que vous avez dit. Il y a eu une montée de gamme, donc c'est vrai que les gens comme moi, j'ai jamais été client du Club Med, donc peut-être que je suis victime des stéréotypes, et j'ai entendu dire que c'était monté en gamme, mais je le sais pas. Donc on a cette image un peu des bronzés font du ski, ce genre de choses qui voilà, vous avez cette notoriété. Enfin, il y a du plus et il y a du moins, j'imagine, dans ce legacy entre guillemets. Donc comment ça se passe de faire du business comme ça en Asie où vous êtes parti il y a quelques années de zéro par rapport à la France et à d'autres pays, vous avez plus de légitimité et plus de notoriété? Alors, je ne suis pas parti de zéro. C'est vrai que l'initiative Je ou dis vous l'offensive, ou j'allais l'entreprise, hein, j'ai dire, fait un raccourci. l'offensive du Club Med en Asie et en Chine en particulier a été très visionnaire, puisque je rappelle que la Chine est le premier marché touristique mondial. Donc, c'est une terre de recrutement, comme je le disais. La présence du club date de 2003 pour sa filiale commerciale. À l'époque, nous n'avions pas de village. Mhm. Elle date de 2000 pour sa première implantation avec un village de neige au nord de Pékin, à Yabouli, avec cette première présence physique. Aujourd'hui, nous avons 7 villages. Et pour répondre à votre question, Il fait très froid là-bas, non? Le Yabouli, de ce que il fait très j'ai très entendu dire, froid, c'est absolument. C'est à côté de Harbin. pas loin de la Sibérie, etc. Ouais. Exactement, c'est la Mandchourie pour être précis, Mhm. dans la province de Heilongjiang. Donc c'est un travail de construire la préférence de marque, et ça marche par une explication assez pédagogique de ce que peut-être le tout compris, qui est une formule de réservation qui est assez particulière, assez unique au club, où nous proposons non seulement la chambre, mais aussi une prestation de restauration, d'accompagnement des enfants, d'accompagnement des adultes au travers de nos shows, mais un certain nombre d'activités sportives, ludiques, de reconnexion familiale. Donc c'est vrai que le travail principal, j'allais dire, c'est au travers de nos différents canaux, qu'ils soient directs, mais aussi nos agents de voyage, d'expliquer cette promesse de marque du bonheur et cette promesse de réservation, de booking, qui, selon nous, est la meilleure pour exprimer, pour être une façon simple de profiter des vacances sans se soucier des conditions, j'allais dire, matérielles, et de tout le temps avoir l'aspect monétaire en tête. C'est-à-dire Mhm. que vous réservez, vous savez que vous avez une prestation tout compris, et puis vous n'avez pas pendant le séjour à vous soucier de votre addition de restaurant, de tous les add-ons que vous avez nécessairement quand vous voulez profiter du peu de temps de vacances que vous avez en famille. Donc le travail de recrutement que nous avons à faire, d'expliquer principalement d'abord cette notion de qualité-prix, de valeur qualité-prix, auprès de clients qui ne connaissent pas la formule du club, d'exprimer ensuite
de façon assez concrète ce que le client va trouver dans une expérience Club Med, c'est-à-dire un accueil par des géos, je vous rappelle l'acronyme gentils organisateurs, c'est-à-dire ceux qui vivent le club au jour le jour, qui ont cette mission d'accueillir dans leur langue nos clients. Il y a à peu près 20 nationalités qui sont représentées dans chacun de nos villages. Donc, d'essayer d'exprimer ce côté international de l'expérience Club Med, qui nous différencie par rapport au reste de nos compétiteurs, d'exprimer que nous sommes, pour la famille, une solution qui permet de satisfaire les besoins de chacun des membres de la famille. Généralement, ce qu'on observe, c'est que la maman est en charge de planifier le séjour pour les vacances pour la famille. Donc, il faut qu'elle soit rassurée sur le fait qu'elle fait le bon choix pour sa famille. Donc, il faut s'occuper d'elle. Bien sûr, c'est elle qui décide dans le foyer. Il faut que le papa qui est également très busy pendant l'année puisse retrouver des moments de relaxation. Il faut que les enfants, lors de leurs activités au Kids Club, soient aussi, j'allais dire, émulés, comme on dit, par nos géos. Donc, il faut arriver à trouver une prestation qui satisfasse tous les membres de la famille. Et donc ça, pour le club, c'est une de nos missions. Donc, au travers de nos canaux de distribution, de nos différents points de contact, c'est exprimer la densité, la richesse de l'expérience de l'offre Club Med, quelque part. Oui, non, tout à fait. Ouais. Voilà. Et justement, de ce service que vous apportez, alors là, vous commencez à décrire vos clients. Est-ce que c'est générique à travers les différents pays où vous êtes présents et les différentes nationalités? Donc, est-ce que vous avez dû adapter votre modèle aussi, là, ce que vous avez décrit, le tout en un? Est-ce qu'il y a des adaptations culturelles qui ont dû se faire en Asie? Comment ça se passe? Alors, oui, les comportements de consommation de vacances, comme vous pouvez l'imaginer, sont assez différents et sont assez culturellement différents d'un pays à l'autre. Je prends un exemple assez caricatural. C'est vrai que on observe que dans notre culture, j'allais dire occidentale, généralement, nous sommes assez déculpabilisés de laisser nos enfants au Kids Club parce qu'on sait qu'ils auront une bonne expérience avec des enfants qu'ils vont rencontrer pour la première fois et qu'ils seront dans un environnement sécure dans les Kids Club. Donc ça, c'est typiquement le sourire que l'on voit de nos enfants quand ils reviennent à la fin de la journée, quand on a passé un séjour au ski, quand on a passé un séjour aux Caraïbes ou aux Maldives. Par contre, c'est vrai que on voit plus de réticence, mais même si ça évolue sur ce thème-là, des familles chinoises, des mamans notamment, de laisser leurs enfants au Kids Club. Donc, généralement, ce qu'on observe, c'est qu'ils les laissent le matin et puis ils se mettent juste à la sortie du Kids Club pour regarder si tout se passe bien et finalement restent juste à côté. D'accord. Donc ça voilà. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant de différentes, je dirais, comportements. Donc, pour répondre à l'adaptation de notre formule du tout compris, oui, et notamment sur un aspect qui, on pense être un facteur d'accélération ici en Chine, c'est que nous proposons pour une nouvelle ligne de produits que nous avons appelée Club Med Joyview, qui sont des destinations plus proches des grandes villes pour des familles urbaines qui n'ont pas de maison de résidence secondaire comme notre cible peut en avoir par exemple dans le monde occidental. On propose une formule plus flexible où la famille, sur des séjours de courte distance, notamment le week-end, peut choisir de ne pas prendre le tout compris, mais de ne prendre juste la prestation, ce qu'on appelle Room and Breakfast, qui, selon nous, permet d'avoir un prix d'appel plus faible finalement, et d'ancrer, d'interpeller, j'allais dire, le nouveau consommateur, et qu'il vienne expérimenter pour une première expérience de courte durée pendant un week-end, le Club Med, se rendre compte ensuite de la valeur du tout compris, ou
à travers un certain nombre de mécanismes on va dire d'upsell, de lui vendre également le tout compris avant le séjour. Mhm. Donc, on a fait une adaptation sur cette formule, et il se trouve que après 3 ans on va dire, de tests de ces Jeju, nous en avons 3. Nous en avons un à côté de Anji, un à côté de Shanghai, pardon, à une destination qui s'appelle Anji dans le Zhejiang. Nous en avons 2 dans la province du Nord, l'un à côté de Pékin et l'autre sur la côte. Après 3 ans, on se rend compte que les gens de plus en plus sont convaincus de la qualité de l'offre tout compris, parce que c'est ce que je disais avant, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure expérience pendant le week-end. Mhm. Et donc progressivement, on partait sur une part finalement assez faible du tout compris, et progressivement elle augmente de mois en mois parce que les gens reviennent, et puis les gens se rendent compte Ils de sont la, du convaincus rapport par l'offre, qualité. quoi. Mhm. Pardon, D'accord. Parce que absolument. on a eu un témoignage sur le podcast déjà. On a eu Jean-Baptiste qui travaille pour Splio aussi à Shanghai, mais dans une industrie totalement différente, mais qui nous parlait de Hainan, et où il voyait des touristes chinois qui changeaient quasiment d'hôtel tous les jours, ou qui vraiment avaient ce côté d'avoir envie d'un maximum d'expérience et de faire vraiment plusieurs hôtels pendant un séjour à Hainan. Est-ce que ce type de comportement, vous le voyez également, et comment vous y répondez? On l'observe, c'est clairement notamment sur les nouvelles générations, il y a cette notion d'essayer de cocher un maximum de cases pour un minimum de temps, donc effectivement de multiplier les expériences, et donc et notamment la shareabilité de leurs vacances sur les réseaux sociaux est devenue un des drivers de choix des destinations, mais aussi des marques hôtelières. Il y a un acronyme en chinois qui s'appelle la shyabilité, simplement dire shy pour dire comment dirais-je, digne d'une photo, on va dire en chinois. Mhm. Donc la shyabilité d'une destination ou d'une marque hôtelière est devenue importante, et donc on observe effectivement que ces générations-là se prennent en photo dans le lobby, se prennent en photo sur les endroits remarquables de nos villages, parce que ils veulent montrer à leur réseau qu'ils ont été là à tel moment, et ça fait partie de leur fulfillment quelque part. Et vous êtes obligé, vous, Donc de prendre en compte ça, j'imagine, d'organiser les choses de manière à ce qu'ils soient contents, enfin, qu'ils trouvent les bonnes photos à prendre. Au niveau de la cuisine, j'imagine pareil, que chaque plat doit être Instagrammable, entre guillemets. Alors, on prend ça évidemment en compte. Le plaisir des yeux dans une expérience de vacances est importante. Mhm. Donc, on fait évidemment en sorte que et même parfois on dirige nos clients sur un certain nombre d'endroits qui sont entre guillemets remarquables, parce qu'il y a le point de vue est chouette. Et Mhm. donc, on a dans nos villages une dizaine de ce qu'on appelle un Instagram spot, qui leur permettent de faciliter la mise en scène, en tout cas la direction artistique, on va dire, de ces influenceurs, ou de ces key aussi, de ces key opinion customers, parce que on sait bien qu'une expérience réussie, une expérience partagée sur les réseaux est une publicité pour nous importante, parce que ce word of mouth qui est très présent maintenant dans la construction des marques est important à, j'irai pas contrôler, mais en tout cas subtilement organisé, Mhm. absolument. D'accord. Et vous avez cité à plusieurs reprises là, vos canaux de distribution, où ça peut passer à la fois à travers des distributeurs, à la fois en direct. Donc, d'un point de vue un peu plus business, vous pouvez nous décrire enfin, cet univers, et est-ce que vous avez une priorité d'aller sur un canal plus que l'autre? J'imagine qu'il y a des niveaux de marge différents, mais que forcément d'aller acquérir les clients en direct, il y a aussi un coût marketing. Enfin, comment ça fonctionne tout ça? Alors, Vaste première question, hein, mais. chose, oui, oui, non, mais c'est une question absolument centrale d'abord dans le business model du club, puisque nous sommes, à la différence d'un certain nombre de marques hôtelières, nous sommes à la fois
ce qu'on appelle un resort manager, c'est-à-dire qu'un exploitant de village de tourisme où nous avons la responsabilité de toutes les équipes en village, mais nous sommes également un tour opérateur intégré, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de commercialiser tout l'inventaire que nous avons sous exploitation. Ça veut dire que nous sommes très vigilants à contrôler l'intégralité des canaux sur lesquels notre inventaire est présent. Donc, deux grands types de canaux. D'abord, les canaux indirects, donc l'agent de voyage classique, qui reste un prescripteur et très important, notamment dans la perspective de recruter des nouveaux clients. Donc, le travel agent classique que nous avons avec qui nous avons eu l'habitude de travailler en France, aux États-Unis, mais aussi dans des grands réseaux comme en Australie, restent des acteurs importants pour nous, mais comme on le voit au travers de cette crise, très très affectés par évidemment par la situation du Covid. Donc l'indirect est une partie de nos canaux de distribution. Nous certifions ces travel agents parce que tout le monde ne peut pas être revendeur de produits Club Med, parce que nous tenons vraiment à ce qu'il y ait une prestation, on va dire, d'accompagnement du client dans le choix de ses destinations par rapport à ses besoins. Et l'autre grande partie de nos canaux, c'est nos canaux directs, qui évidemment, comme vous le notiez avant, permettent de réduire nos coûts de distribution, mais également de façon très importante d'avoir un accès direct à la donnée client. C'est vrai qu'aujourd'hui, la donnée client est clé. Savoir à qui on parle, savoir quelles sont ses habitudes de consommation pour qu'ensuite nous puissions entretenir une conversation filée avec ses clients, et donc de développer finalement une valeur client est absolument clé. Donc les canaux directs sont typiquement notre site internet, qui est un site transactionnel où l'on peut faire la recherche des différentes destinations, mais aussi booker et avoir une expérience complète. Mais c'est aussi une multitude de canaux, si je prends l'exemple de la Chine ici, qui accompagne l'explosion du digital en Chine. Donc je pense à l'environnement Tencent avec le WeChat mini programme. Nous avons été un des premiers à avoir un WeChat mini programme à nous. L'environnement Alibaba avec la verticale de voyage qui s'appelle Fliggy. Nous sommes une des marques importantes chez Fliggy aujourd'hui, avec Meituan Dianping qui est également un acteur qui devient de plus en plus important, notamment pour les populations les plus jeunes et urbaines, qui sont nos cibles de recrutement. Donc, Meituan qui partait de la nourriture, mais qui maintenant est aussi sur le voyage, quoi. D'accord. Donc vous avez la même problématique que d'autres. J'ai eu pas mal d'agences digitales qui accompagnent des marques étrangères en Chine, et ce qui est marquant à chaque fois, c'est le nombre de plateformes différentes sur lesquelles il faut être présente. Stéphane Monsalier, dans un autre épisode, a été de bons conseils là-dessus parce que c'est une situation complexe à gérer pour les marques. Mais vous, à la différence peut-être d'autres marques, donc souvent c'est des marques dans la fashion ou ce genre de choses, ou les cosmétiques, etc. Et lorsqu'on appelle leur brand.com, donc chez vous, là, le clubmed.com par exemple, prend très peu d'importance en Chine, avec l'importance des Tmall, des JD, de toutes ces plateformes. Vous me dites que vous avez réussi à maintenir, dans une industrie un peu différente, un site internet en propre qui reste quand même relativement important dans votre business, c'est ça? Absolument. Ça reste une interface, j'allais dire, absolument critique parce que c'est le brand shop qui permet une validation du type de chambre, du type d'information que le consommateur a pu glaner dans son parcours de recherche sur d'autres sources d'informations. Donc il est très important. Maintenant, ce qui est très important pour la marque, c'est de pouvoir effectivement avoir une approche omnicanale. Vous entendez évidemment souvent ce terme, c'est-à-dire la même expression de la marque au travers des différents canaux, une unicité, une intégrité de prix, très important de pouvoir être extrêmement
organisé et structuré pour avoir une unicité de prix à travers les différents canaux selon les campagnes dans un environnement qui est extrêmement dynamique, mais aussi comprendre que chacun de ces canaux de distribution adresse des types de consommation qui sont différentes, des types de profils de clients qui sont différents et que donc chacun de ces canaux doivent s'articuler, j'allais dire de façon complète. C'est pas simple, c'est passionnant, mais c'est, je pense, une des clés de la réussite sur l'accélération du digital en Chine. Et derrière tout ça, c'est évidemment l'enjeu clé de la maîtrise de la donnée, puisque construire à partir de chacune de ces plateformes qui génèrent du lead client une base de données propriétaire reste quand même l'enjeu, parce que effectivement c'est ce qui peut nous permettre de constituer finalement notre fonds de commerce. Mmh. Quand on est captif d'un environnement versus quand on est captif d'un environnement plus particulièrement, c'est là où la stratégie devient fragile et dangereuse. Sûr, ouais. Sachant que vous avez l'avantage dans cette industrie que au moins vos clients, donc les prospects, vous les connaissez pas forcément, mais les clients, ils vont venir chez vous et donc là, en général, vous pouvez prendre leur email, leur contact, quoi. Oui, sachant que la bataille, c'est l'email, bien sûr, mais c'est surtout le mobile. Et je vous rappelle que, puisque effectivement tout est quand même relié au mobile ici, en Chine particulièrement, moins dans le reste de l'Asie, où on a beaucoup plus, on peut avoir une relation, je dirais, plus sophistiquée à travers l'email. C'est vrai que quand vous avez comme moyen d'expression qu'un SMS pour essayer de construire la relation client, c'est quand même plus sec. On va dire comme environnement versus un email. Mais c'est vrai que la notion du mobile et de son identifiant est clé. D'accord. Et donc le ski, on a évoqué un peu le ski en introduction. Donc nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien en France. Mais moi, pour avoir skié un petit peu en Chine, enfin j'ai connu ça il y a une dizaine d'années. C'était balbutiant. Il y avait quelques pistes à quelques heures de Pékin. Il y avait des resorts plus connus comme Yabuli, mais le froid m'a empêché, enfin m'a démotivé pour y aller, pour être honnête. Donc le ski en Chine, est-ce que j'imagine qu'en 10 ans ça a dû pas mal changer. Donc décrivez-nous un peu comment ça se passe. Alors moi, c'est un des éléments qui me passionne. J'ai grandi dans les montagnes à côté de Genève, donc c'est vrai que de voir le fort développement de cet écosystème ici est assez fascinant. D'abord, vous rappelez aussi que le Club Med a fait de la montagne un de ses deux axes stratégiques de développement, puisque on veut être le leader des vacances à la montagne. On a une vingtaine de villages aujourd'hui dans les Alpes, au Japon. On va ouvrir un village au Québec, à Charlevoix, l'hiver prochain. Et donc, nous avons 2 villages aujourd'hui en Chine. Ce développement du tourisme à la montagne nous paraît très intéressant en Chine. D'abord par sa taille. C'est vrai que en 15 ans, le nombre de skieurs, si on arrive à avoir un petit peu de statistiques, est passé d'une dizaine de milliers de skieurs à 20 millions aujourd'hui. On sent bien qu'il y a une volonté très politique de promouvoir les sports d'hiver. C'est la fameuse phrase du président Xi d'avoir à l'horizon de l'année prochaine, lors des Jeux, une population de 300 millions de skieurs. Mais on sent bien que la qualité d'expérience, c'est ce que vous disiez, reste inégale. C'est-à-dire mais ce qui est une opportunité pour les acteurs de la montagne dont on fait partie. Les stations de ski, d'abord, il y en a un certain nombre. Il y a à peu près 800 stations de ski, mais qui sont de petite taille. Ce sont des stations de ski dont la consommation est généralement une consommation à la journée. Les gens arrivent et repartent le soir, arrivent le matin, repartent le soir. Donc, il y a peu de solutions d'hébergement. 90% des stations n'ont pas de solution d'hébergement. C'est une expérience de ski qui reste une neige artificielle.
80% des pistes sont alimentées artificiellement et surtout sur lesquelles les dénivelés sont relativement faibles. Hein. Il y a que 20% des stations qui ont un dénivelé de plus de 100 mètres. Donc, une fois qu'on a dépeint je dirais, ce terrain Dénivelé de de plus de 100 jeu, mètres, donc des oui, toutes petites, donc petites pistes alors. ce sont des petites pistes. Néanmoins, et vous connaissez à quel point nos amis chinois sont, je dirais, à vouloir essayer de nouvelles choses, mais essayer et être curieux. C'est une activité très ludique d'être dans un environnement de la neige. Donc c'est aussi tout l'écosystème de la montagne, cette activité de loisir. C'est presque un art de vivre en fait quelque part, constitué autour du ski que les Chinois souhaitent expérimenter. Donc je pense qu'il y a moins une approche du ski comme on peut l'avoir en Occident, où on va passer une semaine entière, on va faire 4 ou 5 ou 6 heures de ski par jour. Non, l'idée est de venir faire du ski 2-3 heures, 2 heures, ensuite y aller à se promener sur les pistes, prendre l'air de la montagne, passer du temps en famille, faire du shopping, avoir une expérience de table qui soit un petit peu différente pour expérimenter les spécialités locales. Donc c'est plus un art de vivre, j'allais dire aujourd'hui. Alors maintenant, c'est vrai que pour nous, on sent et on a pris un petit peu ce rôle d'essayer d'accompagner cette jeune génération de Chinois qui veulent apprendre à skier. Et donc, on s'est rendu compte que l'enseignement pédagogique était finalement assez limité, assez faible. Et donc, on a pris l'initiative avec l'école du ski français il y a 2 ans de monter une ski academy, donc ça s'appelle la Club Med Ski Academy, pour contribuer justement au développement un peu plus qualitatif de l'enseignement du ski. Et donc, on a une présence dans un certain nombre de stations, celle de Taïwu par exemple, celle de Xinjiang qui sont deux destinations assez réputées au nord de Pékin, mais aussi dans un expérience indoor, puisqu'en fait nous avons un accord stratégique avec Sunac dans des ski-dômes, donc dans les provinces cette fois-ci du sud. Donc c'est un peu, ça paraît un peu contre-intuitif, mais il faut savoir que les provinces du sud, celle du Guangdong notamment, mais aussi celle de l'ouest, de Sichuan, sont très avides beaucoup de clients qui sont très avides d'apprendre à skier, puisque c'est quelque chose d'exotique pour eux dans un climat qui est souvent assez humide. Hein, je pense au Guangdong. Donc pour eux, d'aller skier, d'aller prendre l'air frais de la montagne est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Et donc en Donc, indoor, du coup, avec des pistes en plastique, c'est donc ça? en indoor. Ouais, ouais, Donc d'accord. on a pris l'initiative de constituer cette école de ski, de travailler avec l'école de ski français pour présenter un programme de cours de ski à la journée. Et donc, on a l'ambition d'arriver à travers toutes ces implantations, une centaine de milliers de skieurs en herbe qui ensuite, une fois qu'ils pourront avoir le goût de la glisse, soit en indoor, soit dans des stations comme Taïwu ou Xijinlong, ensuite emmener leur famille plus loin pour un temps plus long, Vous ou formez vos en clients, Chine quoi. d'abord, mais au Japon, C'est une approche exactement, quelque intéressante, part. quoi. Voilà, voilà, D'accord. exactement. D'accord, d'accord, très bien. Et vu qu'on est sur la Chine, donc vous êtes, on l'a dit au début, une entreprise avec un actionnaire chinois, donc le groupe Fosun. Donc on a eu aussi déjà sur le podcast, je pense par exemple à Olivier Desajan, des maisons de retraite Colisée, qui nous parlait de sa relation avec China Merchant, un autre géant chinois avec lequel il travaille. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe avec le groupe Fosun? Alors, d'abord, le groupe Fosun est un acteur, un sponsor absolument clé de notre développement. C'est d'abord un support de longue durée, puisqu'ils sont rentrés au capital en 2010 comme actionnaires minoritaires, et ensuite ils sont devenus notre propriétaire en 2015 à l'issue d'une des OPA les plus longues de la Bourse de Paris. Aujourd'hui, donc, ils sont propriétaires du club et sont absolument clés dans
le développement, le soutien, notamment dans une crise comme celle dans laquelle nous sommes, pour le Club Med. Ils ont d'abord une approche long terme. Vous savez que la notion du temps pour les Chinois est un petit peu différente parfois de la nôtre et parfois un peu déconcertante d'ailleurs, puisqu'il y a ce fameux plan à 10 ans, parfois à 15 ans, qui permet effectivement de fixer une ambition forte au-delà des contraintes immédiates. Et donc, Fosun, à travers de sa filiale tourisme, Fosun Tourism Group, a une ambition forte pour le club à 10 ans et de le développer, cette marque incroyable sur le long terme. Donc, la notion du temps est intéressante de par la vision qu'ils ont sur développer cette marque en Chine, mais également dans le reste du monde. Toujours pour rester sur la dimension du temps et ce qui, moi, m'a frappé, c'est par contre, il y a une vision également très, très court terme des choses. Donc, et entre les deux, il n'y a rien. Alors que nous, Européens, nous avons parfois la tendance à faire un plan à 3 ans ou à 5 ans. Le plan à 3 ans, 5 ans est moins relevant. Donc, c'est soit le tout de suite, soit le plan décennal qui permet de fixer une ambition. Et quand je dis que le mouvement très court terme est présent, oui, il y a clairement un sentiment d'urgence que je n'ai pas forcément ressenti autant dans mes environnements de travail en dehors de la Chine, où effectivement les choses, les initiatives doivent être faites, je dirais pas du jour au lendemain, mais avec un temps beaucoup plus court. Donc c'est déconcertant parce que effectivement on a, je dirais nous souvent une approche un peu top-down de devoir, je dirais, avoir présenté un plan et tout ça, alors que leur approche est peut-être un peu plus test and learn. On essaye et puis on voit ce qui marche. Et puis si 80% fonctionne, eh bien on va avancer avec ça. Donc la fameuse phrase "Done is better than perfect" s'applique à mon avis de façon très simple en Chine. Donc ça, je dirais que c'est une autre dimension qui m'a frappé ici. Après, je pense qu'il y a tout un sujet autour de la notion du respect du savoir-faire des marques internationales. Clairement, nous sommes avec Fosun, qui est un groupe international sophistiqué, qui a 284 participations dans son portefeuille, une approche industrielle de long terme, un respect du savoir-faire, d'abord humain du club, qui est difficile à copier, c'est-à-dire de faire des mises en place d'équipes multiculturelles comme nous sommes capables de le faire, quelque chose qui attire beaucoup le respect de notre actionnaire. Donc un savoir-faire, je dirais, humain, de constituer des équipes, mais il y a aussi un facteur de stimulation où notre actionnaire est aujourd'hui, et notamment au vu de ce qui se passe de cette crise, à vouloir accélérer son développement ici en Chine. Et c'est assez dans l'air du temps d'entendre cette approche dual engine où il faut avoir une stratégie d'adaptation locale des business models. Et donc, pour ce faire, avoir des équipes qui soient vraiment en prise avec le marché, qu'elles soient d'ailleurs occidentales ou locales, parce que le talent pool ici devient de plus en plus sophistiqué. Et donc, avoir des gens formés aux marques internationales, mais capables d'exploiter le potentiel de marché ici. D'accord. Donc voilà. En termes de communication, comment ça se passe de travailler avec des entreprises chinoises, que ce soit au sein d'une joint venture ou là donc c'est un propriétaire. Fosun en fait est 100% propriétaire du Club Med, c'est ça ou Alors Fosun est propriétaire du Club Med, donc nous ne sommes pas en joint venture. Oui, bien sûr. La direction globale du groupe est animée par une équipe de direction indépendante, dirigée à Paris par Henri Giscard d'Estaing et son comité de direction générale.
dont je fais partie pour la Chine et l'Asie, et qui a, comme dans toute société, une gouvernance et un board qui se trouve être à Shanghai. Donc il y a évidemment une co-responsabilité, mais la direction stratégique est indépendamment décidée par l'équipe de direction aujourd'hui. Mhm. D'accord, très bien. Et donc sur le Covid, cet actionnaire vous a permis d'affronter la crise. Donc comment ça s'est passé le Covid pour vous? En Chine, j'imagine que vous avez dû en bénéficier en local en Chine. J'imagine que vous avez dû souffrir sur votre business cross-border. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'année qui vient de se passer? Alors c'est une année sans précédent, c'est une année absolument terrible, mais aussi qui nous fait évidemment, comme l'acronyme crise en Chine le signifie, c'est aussi une opportunité pour nous. Mhm. Pourquoi? Parce que effectivement, on sent bien que les acteurs qui ont des business models qui sont forts comme le nôtre ressortiront plus forts et gagneront des parts de marché, et que les actionnaires qui étaient les acteurs qui étaient peut-être plus faibles, avec moins de valeur ajoutée dans la chaîne, sont amenés à disparaître. Donc c'est un processus très darwinien, première chose. Alors moi j'ai vécu la crise très tôt, puisque elle a commencé, comme vous savez, le 23 janvier de l'année dernière, au moment où Ctrip a annoncé qu'il remboursait sans justificatif tout voyage. Donc là, on a commencé à se dire, oula, ça c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est puissant pour le market maker ici en Chine, qui est la plateforme de voyage Ctrip. Et donc, on a pris assez rapidement la mesure de la crise qui a commencé ici, puisque rapidement, nous avons dû fermer tous nos villages. Fin mars, tous les villages dans le monde du Club Med étaient fermés, chose qui nous est jamais arrivée dans notre existence. D'accord? Mhm. Donc, on a eu quelque part, à cause de notre implantation ici en Chine, une rapidité d'exécution et une agilité qui nous a permis de réagir assez vite et donc de booker un certain nombre d'économies structurelles, mais également temporaires pendant cette année pour la passer le mieux possible. Après, ce qui s'est passé, c'est que au mois d'avril de l'année dernière, on a été avec notre Club Med Joyview à côté de Shanghai à Hangzhou, le premier village à rouvrir dans le monde. Les conditions de voyage, les conditions sanitaires étaient présentes pour assurer une prestation de qualité dans un environnement safe. Et c'est ici, en Chine, qu'a été développé le protocole de sécurité, ce qu'on appelait ensemble en sécurité, Safe Together, où on a choisi effectivement un certain nombre de protocoles pour que nos staffs puissent être protégés, mais aussi inviter les guests à se protéger pour créer un environnement qui soit de co-responsabilité quelque part. Mhm. C'est ici qu'ont été inventés je dirais, ces protocoles. Et après, l'année dernière a été une année d'amélioration progressive jusqu'au dernier trimestre de l'année dernière, où on a fait une bonne performance. On était en accélération significative par rapport à l'année d'avant, 2019, plus 30%, et en particulier porté par le tourisme domestique, qui est la seule possibilité de voyage pour les Chinois ici qui ne pouvaient pas voyager en dehors des frontières. Mhm. Donc d'abord c'est un message d'espoir que quand les conditions sont remplies, que les hôteliers, les acteurs du tourisme mettent les protocoles en place, on peut avoir une expérience conviviale. Par contre, c'est un message de prudence parce qu'on se rend compte que et ça a été là un peu le revers du Nouvel An chinois. On a bien compris mi-décembre que ça serait un Nouvel An chinois particulier, avec des restrictions fortes émises par Pékin, ensuite relayées par les différentes régions qui ont voulu contrôler les mouvements trop massifs de population. Et donc, on a eu un Chinese New Year qui était très en retrait par rapport à ce qu'il avait été il y a 2 ans.
parce que on sentait vraiment une volonté de vouloir contrôler ces mouvements de population. Donc là, maintenant, donc ça a été pour nous un début d'année qui a été plus chaotique qu'on l'avait anticipé. Néanmoins, là, on sent qu'il y a plutôt un regain de confiance, je lui dirais une volonté de vacciner. Et donc, pour nous, nos prises de booking sur le printemps sont plutôt bonnes. Vous savez qu'il y a eu qu'il y a des longs ponts pendant les week-ends de printemps, celui de Qingming qui est Tomb Sweeping, aussi celui de Labor Day le 1er mai et Dragon Boat qui est mi-juin. Et là, on prévoit d'être plein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une volonté de voyager, il y a une volonté de voyager qui est très dernière minute. On voit bien que une grande partie des décisions de voyage se font dans les 15 jours avant le départ. C'est parfois même la veille pour le lendemain. Donc il y a une ultra last minute des décisions de voyage. Et puis on sent aussi que de toute façon, il y a une forme de réalisme sur les perspectives de réouverture des frontières ici où les Chinois se disent que pour l'instant, l'étranger n'est pas vu comme une destination désirable compte tenu de la situation effectivement de la frontière. Donc il y a une perception de sécurité ici, une perception d'insécurité ailleurs. Donc profitons et redécouvrons notre pays et ce qu'il a à offrir dans l'année qui vient. C'est un petit peu le résumé de la situation, j'allais dire. Et sur le reste de la région, donc vous avez aussi une vision sur. Enfin, vous avez plusieurs clusters, c'est ça? Et donc, que ce soit au niveau du. Ouais, allez-y. Oui, sur le reste de l'Asie, des situations qui restent qui vont finalement être cluster, assez pas au sens dépendantes. Covid, hein, pardon, j'ai dit cluster, mais. Non. Au sens, effectivement, la région est organisée en 5 clusters commerciaux. La Chine, le Pacifique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est, Hong Kong et Taïwan, qui sont des clusters qui sont des régions indépendantes. Et j'allais dire que la reprise sera évidemment dépendante de la vitesse de rollout des vaccinations. Nous sommes extrêmement dépendants à la fois de l'impact physique d'avoir été vacciné, mais de l'impact psychologique associé au fait d'arriver dans une destination où les gens ont été vaccinés. Je prends un exemple. Nous avons pu ouvrir, chose assez extraordinaire dans le contexte, un nouveau flagship dans l'océan Indien aux Seychelles fin mars, avec une promesse quand même assez forte, c'est que les Seychelles ont fait un choix assez courageux, mais aussi assez, j'allais dire assez progressif, de vacciner toute leur population. Et ça, c'est vrai que pour un Français ou pour un Européen d'aller aux Seychelles est perçu comme une destination safe. Donc, on est extrêmement dépendant de la vitesse à laquelle les populations locales se vaccinent, mais aussi évidemment les pays émetteurs. Et c'est ce qui fait élaborer un certain nombre de scénarios de reprise du voyage en deuxième partie d'année, on l'espère, soit sous une forme de corridor, donc de corridor entre des destinations comme Singapour et l'Indonésie pour Bintan, entre Singapour et Phuket qui communiquent sur la vaccination des populations locales, entre Hong Kong et China Mainland, entre Taïwan et potentiellement, on l'espère, le Japon peut-être. Donc on est à être vraiment au laser sur les corridors qui vont pouvoir s'ouvrir et permettre une expérience qualitative. Parce que si c'est pour être, j'allais dire, extrêmement contraint dans les expériences de ces corridors, on sait que il y aura une déception.
à la suite. Donc, il faut qu'on soit vraiment sûr que Idéalement, sans le corridor soit... quarantaine, c'est ça, parce que des Ah vacances ben, avec quarantaine, c'est compliqué. sujet, Oui. le sujet clé est évidemment la quarantaine au retour qui, si elle est maintenue, est extrêmement dissuasive. Mhm, mhm. Ouais, on n'a pas là-haut, je crois, Taïwan. Moi, je suis moi-même à Taïwan où ils ouvrent une Oui, coopération avec Palau. Mais je pense pas que vous êtes présent alors, encore là-bas, ça reste tout non, petit. on n'était pas présent à Palau, mais voilà, je voulais le mentionner. En fait, Palau, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont été mis en place. Il y a une sursouscription du premier vol sur Palau. Mhm. Et après, mais l'expérience était extrêmement déceptive. Et donc, là, le deuxième batch organisé par les travel agents est rempli à 10%. D'accord. Donc, parce que le voyage coûtait 2 fois le prix de ce qu'il coûte d'habitude, parce qu'on ne peut pas sortir de l'hôtel, parce qu'on ne peut pas faire ci, parce qu'on ne peut pas faire ça. Donc, les contraintes sont trop importantes. C'est pour ça Mhm. que je disais que pour organiser ce qu'on appelle des travel bubbles, il faut qu'on puisse avoir protocolé ça de façon la plus simple pour permettre une expérience une expérience de qualité. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, enfin, pour sortir un peu du Covid, cette vision régionale que vous avez, on a bien détaillé le comportement du touriste chinois, du voyageur chinois. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance se dégager, comme similitude et comme différence entre les voyageurs de vos différents clusters? Vous avez dit que vous distinguez 5 clusters différents de votre organisation sur la région. Alors, la première chose, c'est que clairement, la volonté d'avoir une expérience, je dirais, en sécurité est devenue un facteur de choix prépondérant, quelle que soit la nationalité. C'est-à-dire que on fera confiance à une marque hôtelière qui a mis ses protocoles en place. Donc, la dimension sanitaire est importante, très importante. Elle était sous-jacente, mais elle est devenue vraiment prépondérante dans le choix. Deuxième chose, ce qu'on observe, et c'est tout à fait logique par rapport à la situation, c'est que il y a une ultra flexibilisation des conditions de réservation. Donc, on est obligé aujourd'hui de proposer des conditions très flexibles d'annulation, de rebooking, et donc d'avoir une approche peace of mind, comme on l'a appelé, et donc d'ultra flexibilisation des conditions de réservation. Mhm. Euh, Plus globalement, il va y avoir, il nous semble, et c'est toute la question est du timing, une volonté extraordinaire de reconnexion. Nous, on est sur une clientèle familiale, comme je vous l'avais expliqué. Il va y avoir une volonté extraordinaire de reconnexion familiale. Les vacances étant devenues finalement des biens de première nécessité après tant de frustration. Donc, on pense que le jour où les conditions sont remplies, il va y avoir une sorte de rush. On entend souvent la notion de revenge tourism. Je pense qu'elle est réelle et que il va y avoir cette volonté de se retrouver à un endroit en famille pour célébrer tous les moments qu'on n'a pas pu vivre ensemble. Mhm. Euh, on a accumulé un backlog de mariages qui n'ont pas pu se faire depuis 12 mois, important sur un certain nombre de destinations, parce que les gens n'ont pas pu se marier. Les gens n'ont pas pu Pas célébrer très ceci, romantique de cela. parler de backlog de mariage, mais, mais je vous comprends, oui. Non, mais oui, vous voyez l'image. Mhm. Donc, c'est vrai qu'il y a un tel désir de reconnexion que on pense que il va y avoir un mouvement assez structurel. D'accord, très bien. On arrive presque à la fin de l'épisode, Xavier. Donc, je vais vous poser la question traditionnelle, de savoir si vous avez un hack ou une manière de craquer l'Asie, que ce soit à Singapour, en Chine. Comment, voilà, partagez-nous un peu votre expérience. Comment hacker l'Asie? Comment hacker l'Asie? Je pense il faut être extrêmement humble et être je dirais, très vigilant des signaux faibles culturels. Donc,
je pense que pour réussir en Asie, il faut vraiment avoir un quotient culturel élevé et arriver à le développer. Se méfier de ces biais culturels, des choses qu'on pense acquises en termes d'insight consommateur, en termes de présupposés. Je pense qu'on apprend tous les jours de la façon dont nos collègues asiatiques fonctionnent, réussissent. Et donc, pour moi, c'est une leçon d'humilité tous les jours d'essayer d'être à la fois en réception, avoir un certain nombre de convictions qui s'accumulent au fil des années. Mais je pense qu'il faut être extrêmement humble par rapport à tous ces signaux faibles pour essayer de développer ce quotient culturel pour réussir ici. Ouais, non, signaux faibles, je pense que le mot est bien choisi parce que les signaux ne sont pas aussi clairs que ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir en Occident. Donc, il faut être réceptif aux signaux faibles. Très bien. On va s'arrêter là. Je vous remercie, Xavier. Est-ce que vous avez une présence sur les réseaux sociaux que vous voulez partager? C'est quoi le mieux? C'est LinkedIn? C'est LinkedIn et une fois de plus, merci de votre accueil, Raphaël. Toujours content de partager avec votre communauté d'auditeurs, d'entrepreneurs et de passionnés de l'Asie, puisque c'est un terrain de jeu absolument passionnant. Donc, On est bien merci d'accord. encore de votre accueil. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!